Alors bonjour, merci d'être venu pour cette cet atelier, pardon. Donc comme il vous a été précisé, vous allez avoir une intervention pendant une quarantaine de minutes, puis une quinzaine de minutes de questions. Donc le thème de cette conférence est la dimension culturelle dans les négociations d'affaires en Afrique. Elle sera faite par Patrice Passy, qui est donc fondateur et directeur associé du cabinet spécialisé DB Conseil. Donc, Monsieur Passy a plusieurs spécialités. Il est spécialiste de la géostratégie et de la géoéconomie africaine, de la gestion des complexités en Afrique francophone et des problématiques interculturelles. Il a également plusieurs cordes à son arc, qui sont consultant en commerce international, expert en intelligence économique, formateur et conférencier international, intervenant à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Et il est également régulièrement sollicité par les médias internationaux pour décrypter les relations franco-africaines dans le domaine économique. Je vous laisse la parole. Merci. 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 Ça y est. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais donc avoir le plaisir d'interagir avec vous sur la dimension culturelle dans les négociations d'affaires. Comme il a été dit, cette conférence ou ce thème est surtout un retour d'expérience par rapport à ce que nous avons déjà réalisé. Une quinzaine d'années d'expérience, plusieurs pays africains et plusieurs pays européens. Cette double culture nous a permis donc de proposer plusieurs formations dans les écoles de commerce et nous avons aussi accompagné plusieurs responsables d'entreprises dans leur recherche des relais de croissance dans les pays africains. Le but de cette rencontre, c'est en fait, à la fin, malgré les points faibles et les points forts que je vais énumérer, en fait, le but est de faire de la diversité des hommes et de leur culture un ensemble porteur de sens et de performance pour l'avenir des relations d'affaires franco-africaines. Pourquoi ? Parce que je pense que lorsque vous êtes dans cette salle, nous avons tous réfléchi de la manière suivante, c'est-à-dire être compris. J'espère que quand vous sortirez de cette salle, vous allez maintenant commencer par comprendre avant d'être compris. Pourquoi ? Parce que nous mettrons à votre disposition les outils de compréhension des dynamiques endogènes africaines qui se complexifient et qui vont aussi à une vitesse très rapide. Les dynamiques endogènes et les mutations culturelles méritent quand même que l'on puisse s'appesantir pour la simple raison que nous avons, par exemple, 25 pays africains en 2015 qui connaissent une croissance comprise entre 6 et 13%. Nous avons à peu près 50% des francophones qui sont des Africains et en 2060, nous aurons pratiquement 86%. En 2060 plutôt, mais surtout, nous le faisons pour vous apprendre à mieux connaître ce que les Africains attendent de vous. Cette question, en général, ne se pose pas pour les Français quand nous allons en Afrique, parce qu'on a l'impression que le fait d'appartenir dans l'espace culturel francophone veut dire qu'on se connaît, alors que c'est un peu plus complexe que ça. Pourquoi connaître les dynamiques endogènes africaines ? Parce que 85% des projets franco-africains échouent en général du fait de la sous-estimation du poids et du rôle de la culture dans les négociations. Nous avons aussi le besoin de vous faire découvrir ce que nous reprochent les Africains lors de nos relations professionnelles, parce qu'il devient aussi surtout impérieux de connaître l'Afrique et les Africains dans la conduite des projets sur place et surtout vous aider à mieux connaître les réseaux d'influence ou les réseaux d'affaires ou le processus décisionnel avec vos partenaires africains. Enfin, ça vous permettrait surtout de mieux mutualiser vos intérêts avec les Africains. Généralement, quand nous allons en Afrique, nous partons pour acheter, pour revendre, pour aider, conseiller, coopérer, négocier, faire de l'intermédiation, former, communiquer, construire, investir sur un segment de marché, s'expatrier, défendre nos intérêts. Alors, pour réaliser tout cela, nous avons mis en place un système que j'appelle le réseau d'influence français, qui a l'Élysée Connexion, et nous avons, avec la période coloniale, ce qu'on appelle les grands commis,
les gouverneurs. Nous avons eu, lors des indépendances, Total État. Nous avons eu les Africains d'origine française, c'est-à-dire ces Français qui sont implantés depuis longtemps en Afrique et qui se reconnaissent comme Africains et raisonnent comme des Africains. Nous avons les patrons d'influence, c'est-à-dire les responsables ou les patrons des grands groupes. Nous avons les réseaux maçons. Nous avons les robes noires, c'est-à-dire ces constitutionnalistes qui créent et défont et refont nos constitutions. Nous avons les blouses blanches, c'est-à-dire ces médecins qui établissent des rapports personnels avec les autorités et qui les conseillent. Nous avons les chiens de garde, c'est-à-dire ces journalistes qui ont la lourde tâche et la belle tâche d'accompagner ces dirigeants, de les vendre à l'extérieur. Nous avons les chasseurs de budget, c'est-à-dire les consultants, les conseillers, les organismes internationaux qui agissent. Voilà comment les intérêts français ont longtemps été préservés dans une logique relationnelle. On a privilégié les relations personnelles parce qu'en Afrique, le rapport individuel, le rapport personnel est important dans la qualité de la relation. Maintenant, ça c'est l'aspect français. Sur place, nous avons relevé qu'il y a ce qu'on appelle le système d'interconnaissance communautaire. Le système d'interconnaissance communautaire a permis de mettre en place, trois cercles d'influence. Le premier, c'est donc la présidence de la République, où nous avons les conseillers de la République. Nous avons trois portes d'accès. Nous avons le clan familial, avec tout ce qu'on peut comprendre comme liens familiaux. Nous avons le directeur de cabinet qui est l'administratif et le technique. Les compagnons de lutte sont ces amis qui ont toujours assisté, qui ont toujours accompagné, qui ont donc réussi à créer des rapports de confiance. Nous avons le deuxième cercle qui est composé, ce que nous on appelle la galaxie d'influence, les conseillers à la présidence, chargés de mission, les soutiens extérieurs, c'est-à-dire ces spécialistes des différentes questions de l'extérieur qui viennent pour soutenir et accompagner, les invités du soir, c'est-à-dire ceux qui sont issus des relations personnelles. Enfin, nous avons les courroies stratégiques de transmission de décision, c'est-à-dire les grands patrons du secteur privé, du secteur public, les intermédiaires, les faiseurs de roi, les chasseurs de budget. Ça, c'est la réponse africaine pour pouvoir mettre en place des rapports, des relations d'affaires, où c'est la dynamique qu'on retrouve sur place lorsqu'on veut mener à bien un projet. Maintenant, je voudrais dire, là nous avons parlé du système, comment ça se présente pour l'individu. Je vais commencer par votre gauche, je crois. Voici ceux qui nous accueillent, c'est-à-dire voici l'Africain qui nous accueille. Comment culturellement il se présente. Nous pouvons relever ce qu'on appelle une confusion identitaire née des ruptures historiques, à savoir l'esclavage, la colonisation, etc., qui font que ce dernier a une difficulté de communication et de positionnement social, due à l'acculturation, quelquefois à la déculturation. Mais la mondialisation a un avantage à générer du fait de la circulation de l'information et des connaissances ce qu'on appelle un éveil identitaire, pas au sens des extrêmes, mais au sens africain, c'est-à-dire un repositionnement. Cet éveil identitaire est accompagné de certaines revendications, mais surtout d'un regain de confiance culturelle. Voilà comment nous, personnellement, nous allons à droite, comment nous, personnellement, nous allons. Nous sommes allés à l'époque des comptoirs, à l'époque de la colonisation, dans le cas d'un ethnocentrisme. Ensuite, nous avons, dans le cas du système colonial, mis en place un système purement monoculturaliste. Et enfin, avec les indépendances, on a commencé à parler de culture, de multiculturalisme, d'interculturel, mais à la seule condition que l'exception culturelle française soit préservée pour mieux, justement, préserver le rayonnement culturel qui se fait, comme vous le savez, par la langue qui est à la fois, la langue française qui est à la fois une langue culture plutôt. Si je peux me permettre donc de continuer mon état des lieux, je constate que les Africains, dans la conduite, dans la négociation, dans les discussions d'affaires, ont développé ce qu'on appelle, sont restés interculturels. Pourquoi interculturels? Parce que l'individu se dilue dans la communauté. Donc on est habitué à avoir des rapports d'échange réciproques. Nous sommes toujours dans un processus de tolérance active, avec une ouverture vers l'autre, c'est la fameuse hospitalité africaine. Nous avons une attente de réciprocité et nous
avons réussi quand même, malgré les aléas et les difficultés, à développer ce que j'appelle une construction de l'intelligence de l'autre. Et l'Africain aussi va être caractérisé par une espèce d'intelligence relationnelle. En face, nous avons donc le français qui arrive. Lui, il est parti de l'assimilation, c'est-à-dire le fameux monoculturalisme, au multiculturalisme, au sens culturel, c'est-à-dire la coexistence de deux cultures. C'est une juxtaposition de deux cultures. Je valorise votre culture, je reconnais votre culture, je valorise votre diversité, mais je reste moi-même. Nous avons donc, dans cette démarche, décelé un certain nombre de problèmes. Voici donc les problèmes rencontrés par nos clients au cours de leur mission, parce que justement, je vous ai dit en introduction que nous accompagnons certaines structures. Voici donc les problèmes rencontrés par ces derniers. Sur le plan personnel, mauvaise communication, difficulté ou échec d'expatriation ou impatriation. La différence entre les deux, l'expatriation, c'est le Français qui va en Afrique, et l'impatriation, c'est le Congolais qui est resté 20 ans, 30 ans et qui rentre en Afrique suite soit à un recrutement ou à la mise en œuvre d'un projet personnel. Nous avons donc cette difficulté que nous avons relevée. Il y a aussi la mauvaise gestion des priorités locales à géométrie variable, une incompétence interculturelle et une inadaptation culturelle de la famille. La famille joue quand même un rôle important dans l'échec de certains projets. Nous avons aussi l'inadaptation de l'épouse, qui est aussi un problème, faute de formation, faute de sensibilisation aussi, mais surtout la non prise en compte des spécificités culturelles locales. Nous avons un jeune directeur qui a été recruté, qui vient d'être envoyé en Afrique. Il était dans un quartier populaire et son entreprise était dans la zone industrielle qui était juste à côté. Donc, il a l'habitude de se rendre à son travail et il fallait commencer à 6 heures du matin. Sauf qu'un jour, il constate que l'ensemble du personnel arrive à 8 heures. Il s'énerve, il les traite de tous les noms, il leur dit « Pourquoi vous êtes arrivé en retard ?» Monsieur, il a plu et donc on ne pouvait pas bouger et il s'énerve, il dit « La pluie n'est pas un obstacle ». Donc, on continue 2-3 mois après. Un jour, on attend le directeur, à 7 heures il n'est pas là, 8 heures il n'est pas là, 9 heures il n'est pas là, 10 heures il n'est pas là, il arrive, mais pourquoi vous arrivez en retard? Il a plu chez moi et je ne pouvais pas me déplacer. Donc il y a la non prise en compte des spécificités culturelles locales qu'il faudrait toujours intégrer. Au niveau de l'entreprise, nous constatons qu'il y a quelquefois des produits marketing inadaptés, une perte de talents locaux, une mauvaise communication locale, une gestion malhabile des intérêts de l'entreprise. À propos du produit marketing inadapté, on parle souvent et de plus en plus de la perte des parts de marché par les entreprises françaises sur place. L'une des explications est que l'offre française, généralement, est de haute technologie, alors que les besoins africains sont plutôt de moyenne et basse technologie. Alors il se pose un problème d'adaptation du produit par rapport au marché. Sauf que nous avons continué, comme je vous ai dit en introduction, nous avons l'habitude de travailler et de fonctionner en mode relation personnelle, c'est-à-dire nous sommes plus à la recherche de marché de niche que dans la recherche de développement de courant d'affaires. Donc du coup, on a du mal à adapter le produit, mais on veut l'obliger ou le pousser quand même en profitant d'une relation. Du coup, ça pose problème et les Chinois et les Indiens qui arrivent ont compris la lacune et la difficulté, proposent des produits à 3 coups, c'est-à-dire qualité selon le budget, moyen selon le budget et de mauvaise gamme selon le budget, même si après la communication dans ce sens leur joue quelquefois de mauvais tours. Il y a donc, comme je disais, une gestion malhabile des intérêts de l'entreprise, une négociation de l'entreprise, des négociations inter-entreprises généralement inabouties, du fait de la sous-estimation du poids de la culture, des situations de travail conflictuelles avec les cadres locaux, ça arrive souvent, ça se termine par des insultes, par des mauvais propos, des mauvaises attitudes, et enfin, des projets d'expatriation, oui, souvent l'aspect conflictuel que je viens de souligner naît du fait qu'il y a toujours une absence de réflexion stratégique en interne lorsqu'on prépare un projet. Le deuxième exemple, j'ai accompagné un grand groupe français à Kinshasa et en termes de présentation, je leur avais dit, vous ne devez pas faire votre présentation comme en France parce que les mots que vous utilisez ne leur correspondent pas, ne font pas leur histoire. La bonne dame ne m'a pas écouté, donc elle a commencé par dire, notre entreprise a 100 ans, nous avons 102 salariés, nous sommes à travailler, etc. À la fin, ça n'a intéressé personne puisque aucune question n'a été posée, ça ne correspondait pas aux préoccupations des
personnes dans la salle. J'avais bien dit qu'il faut commencer par analyser le marché pour comprendre le besoin et commencer toujours par traiter du besoin. Nous avons constaté telle difficulté, nous savons que vous avez tel problème, notre produit a pour objectif commercial de résoudre tel problème avec tel coût. Ce n'est qu'après que vous pouvez dire nous avons une expérience de, ainsi de suite, mais la personne avait plutôt commencé par donner l'ancienneté, ce qui en France a son sens et de l'autre côté était pratiquement, n'avait pas de sens. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi j'ai choisi de parler de la dimension culturelle? Parce que je pense que nous avons des étudiants ici, des cadres, etc. Il faut quand même retenir que l'Afrique reste le deuxième continent d'expatriation des Français, aussi surprenant que ça paraisse. Nous avons donc l'Union européenne qui est à 37,6%. Nous avons les États-Unis, l'Amérique du Nord et le Canada qui ont 13,2. Nous avons l'Europe de l'Est qui est à 12,1. Et nous avons l'addition de l'Afrique du Nord qui est à 1,1. Nous avons l'Afrique non francophone qui est à 1,1. L'Afrique francophone à 7,3. Et l'Afrique du Nord qui est à 6,4. Donc ça fait pratiquement un total de 14,8, ce qui fait de l'Afrique donc la deuxième destination des Français en termes d'expatriation. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a des choses qui changent et j'ai toujours l'impression que nous ne prenons pas conscience des opportunités qui se présentent à nous. Le salaire minimum chinois est passé aujourd'hui de 100 à 500 $ en 5 ans, ce qui a entraîné un déplacement pratiquement de 85 millions d'emplois de la Chine vers les pays voisins et ailleurs. Et l'Afrique a compris. Donc l'Afrique se prépare à saisir cette opportunité en mettant en œuvre, ou bien on assiste pour nous qui sommes des observateurs, disons, avertis, nous constatons qu'il se produit une révolution démographique, une révolution entrepreneuriale et surtout la révolution des conquêtes identitaires. J'avais été surpris quand je me promenais dans la ville de Douala de constater qu'il y avait une banderole qui affichait début des formations en langue douala, tel jour, à tel lieu, etc. C'est excessivement rare pour être souligné. C'est une vraie révolution parce qu'il y a une réappropriation. Et surtout, les révolutions silencieuses. À la question, on me pose souvent cette question, mais l'Afrique est l'avenir du monde. Vous me dites, mais est-ce que l'Afrique est l'avenir des Africains? Les Africains ont répondu oui. Ils ont répondu oui parce que dans 30 ans, j'espère que la plupart d'entre nous seront encore sur Terre, l'Afrique va pratiquement gagner 1 milliard de personnes, d'habitants. C'est une urbanisation qui n'a jamais eu lieu. Ce que l'Afrique est en train de vivre et va vivre, aucun continent au monde depuis l'histoire de l'humanité n'a vécu cela. Les risques environnementaux qui en résultent, certes, sont méconnus. Les tensions sur les sociétés en surchauffent tant en ce qui concerne l'immobilier, l'urbanisation, etc., ne sont toujours pas connues et même à ce jour pratiquement pas du tout évaluées. Donc, ce que nous allons vivre, personne ne l'a vécu et il nous faut donc tout inventer. Le rapport à l'Africain doit être donc revisité. Le rapport à l'autre doit être repensé parce que les anciens modèles, c'est-à-dire les paradigmes post-coloniaux, ne sont plus opérationnels face à l'évolution africaine. Alors, la première que nous avons constatée, la première des révolutions silencieuses, c'est qu'on constate qu'il y a la fin des monopoles. La mariée, c'est-à-dire l'Afrique, se rend enfin compte qu'elle est belle. Et lorsqu'on se rend compte qu'on est belle, le taux d'exigence aussi accroît et le rapport change. L'Africain, aujourd'hui, raisonne en perspective. Avant, il exécutait. Maintenant, il se projette dans l'avenir parce que les conditions commencent à être réunies. Le premier élément qui réunit cette condition, c'est un mot si simple, mais très puissant en Afrique, qui s'appelle le choix. Pour la première fois, ça peut vous paraître banal, mais pour la première fois, les Africains ont le choix. Le choix de modèles de développement économique, le choix des offres de services, le choix des partenaires financiers et des investisseurs, le choix des technologies, le choix des fournisseurs. À cela s'ajoute l'excitation, comme je dis souvent, du préfixe multi.
l'Afrique est devenue ou agit et vit dans un monde multipolaire avec de multiples partenaires. L'Afrique vit, l'actualité nous le dit, des situations multiconfessionnelles, multigénérationnelles. Aujourd'hui, on peut retrouver dans des familles 2-3 générations. Nous avons aussi des multiples modèles de développement économique et surtout, l'Afrique est devenue multiculturelle. J'ai été heureux de constater que l'équipe congolaise de ping-pong est une équipe composée à 100% des personnes d'origine chinoise et les couples, c'est-à-dire le ping-pong hommes et femmes, les deux donc ont remporté la Coupe d'Afrique de ping-pong. Donc c'est déjà une évolution et je vous informe que l'un des députés au Mali est d'origine chinoise et plusieurs députés au Congo-Kinshasa sont d'origine portugaise, portugaise et grecque, excusez-moi. Voilà, donc l'Afrique subit de multiples influences. Et tout cela génère un éveil identitaire, c'est-à-dire une exigence de reconnaissance culturelle, une fierté culturelle, c'est-à-dire on repart vers nos racines, on prend plaisir à présenter ce que nous sommes. Vous savez pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que pratiquement jusqu'à la fin des années 60, dans des pays dits indépendants, il était interdit de parler sa langue, sinon vous aurez avec vous une espèce de récipient avec, excusez-moi, mais plein de matière fécale que vous portez sur vous à chaque fois que vous parlez dans votre langue. Donc, il était interdit de parler autre chose que le français et le système avait fait que l'ascenseur social donne envie à tous de parler français. Donc, il y a cette fierté culturelle, on repart vers les racines, on s'approprie et quelquefois se réapproprie ses racines. Le retour aux sources traditionnelles, ça se traduit par plusieurs revendications culturelles et aussi les historiens, les linguistes repartent à l'assaut pour une reconquête identitaire. Alors, pourquoi tout cela? Parce qu'il y a un bouillonnement. Je vous ai parlé des révolutions silencieuses. Vous voyez bien qu'en 2013, nous avons un seul pays africain qui fait partie du top 10 des pays de plus de 100 millions. Nous avons donc le Nigeria qui fait partie du top 10. Et en 2050, nous avons le Nigeria qui bascule, 444 millions. Nous avons la République démocratique du Congo qui passe à 182. Et nous avons l'Éthiopie qui passe à 178. Donc nous avons 3 pays qui montent. Alors, ça peut vous paraître banal, mais le rapport démographique fait que l'Afrique sera, si je puis me permettre, la 2e puissance démographique. Et ça change tout de l'intérieur et de l'extérieur. Ça nous oblige donc à nous adapter par rapport à ces évolutions. Deuxièmement, vous voyez bien que la plupart des villes africaines vont être, notamment au Nigeria, en Égypte, au Congo démocratique, en Afrique du Sud, vont basculer, et même en Éthiopie, vont être des grandes villes. Du coup, le rapport, les problèmes liés à l'urbanisation, à l'immobilier, à la gestion des villes se posent. Pour nous, c'est donc des opportunités, des marchés qui se présentent. Il faut reprogrammer et revoir comment aborder ces différents marchés. Le continent va donc installer, comme je disais, pratiquement 1 milliard de consommateurs. À nous se pose une question qu'on n'a pas l'habitude de se poser. Qu'est-ce que l'Africain attend de vous lorsque vous allez sur les marchés africains? Généralement, on propose, je voudrais là pas dire ce que l'Africain attend de vous, mais les éléments sur lesquels nous devons porter notre attention lorsqu'on prépare un voyage d'affaires en Afrique. Le premier, c'est votre compétence professionnelle. La qualité française est toujours attendue et exigée, et donc la différenciation managériale est très appréciée. Et donc, la compétence doit être un élément de différenciation commerciale. Du coup, qui dit compétence dit qualité, et un accent particulier doit être porté là-dessus. Votre compétence interculturelle, c'est-à-dire votre ouverture à l'autre, votre résilience face aux situations critiques. Oui, les situations africaines sont généralement dynamiques et complexes. Un traitement thèse, antithèse, généralement, ne suffit pas. Il faut développer une espèce de résilience face aux situations critiques. Votre générosité, l'intelligence dans la gestion des cas sociaux sera mise à rude épreuve dès votre installation. Vous êtes nommé directeur général, vous venez d'arriver, vous prenez vos marques et arrive le directeur administratif avec lequel vous échangez, que vous appréciez bien, qui vous explique. Mais ça fait 1 heure qu'il est dans le bureau.
il ne part pas. Alors que vous avez d'autres dossiers à gérer, vous aurez bien aimé qu'il parte. Si vous lui demandez de partir parce que vous avez autre chose à faire, il ne reviendra plus. S'il ne revient plus, vous vous coupez d'une source d'information, donc vous coupez la communication. Comment lui faire comprendre que vous avez des choses à faire d'une manière qui ne le froisse pas parce que la notion de temps n'est pas la même. Et vous arrivez, vous avez besoin de gérer le temps à l'occidental alors que lui, il est là. Et du coup, il fait même appel au directeur financier ou au directeur commercial pour continuer la conversation. Ça fait 2 heures qu'ils sont là. Vous aurez bien aimé 10 minutes après qu'on ait terminé. Mais eux, ils ont des choses à dire. Et voilà, vous commencez à montrer des signes d'agacement. Ces signes d'agacement ne leur donneront pas du tout envie de revenir. Donc, vous coupez la source d'information et de communication. Votre capacité de négociation. Eh oui. Le oui n'est jamais une garantie, le non n'est jamais un refus. C'est à vous d'épouser les courbes selon les circonstances et les temps pour pouvoir faire avancer ou défendre vos intérêts. Votre lecture des enjeux et des intérêts locaux et la capacité de gestion des complexités locales. Oui, il y a souvent la frontière entre le personnel et le professionnel, elle est étanche. Donc, il y a des débordements. À vous de savoir maintenir la distance sans pour autant créer une distance. Votre hospitalité, le sens de l'accueil, la qualité de la réception, la disponibilité, l'écoute active, l'ouverture. Pourquoi écoute active ? Comme la frontière entre le professionnel et le privé n'est pas aussi rigoureuse qu'on pourrait l'observer ici, on a tendance à vous poser des problèmes personnels, on a tendance à vous parler des problèmes de la maison, on a tendance de demander votre conseil sur un truc. Vous avez 24 ans, mais il y a un monsieur de 45 ans qui vient vous poser un problème sur comment résoudre cette difficulté, etc. C'est à vous de faire preuve d'une bonne capacité de gestion des complexités locales. Je parlais donc de l'écoute active, de l'ouverture d'esprit, de l'empathie, de la sensibilité. Un cas courant, nous avons une entreprise de 100 personnes. Nous sommes mardi et le chef a eu des instructions de la haute hiérarchie qu'il faut que le rendement soit amélioré. Et paf, le directeur général adjoint perd sa mère. Quelle ne fut pas la surprise du directeur général de constater que le vendredi, tout le monde est parti à l'enterrement, comme on dit, sur place. Pour lui, ça le choque. Comment se fait que la mère du directeur général adjoint puisse vider complètement son entreprise à hauteur de 60% de son personnel pour aller assister ce dernier à ses funérailles. Donc ça le met hors de lui, mais ça a un prix. La présence lors de ces situations, lors de ces difficultés vous fait passer pour celui qui a de l'empathie, celui qui comprend et qui peut prendre du temps pour les autres. Consacrer du temps à l'autre est important dans l'écoute, dans la gestion des cas sociaux. On reviendra si possible sur les cas sociaux. Donc votre hospitalité, votre réponse par rapport aux sollicitudes doit être claire et surtout bien marquée. Mais surtout, la place accordée aux anciens dans votre processus décisionnel. Je dis bien la place accordée aux anciens dans votre processus décisionnel. Alors, que vous reproche votre partenaire culturel lors de vos missions en Afrique francophone ? Voilà principalement deux erreurs. La première, donc je l'avais dit, c'est de penser que le fait qu'on soit français, qu'on est tous en partage de la langue française dans l'espace francophone, veut dire qu'on se connaît. Non. Et deuxièmement, on ne prend pas toujours le soin de se former ou au moins de bénéficier d'un moment de sensibilisation, information sur certaines réalités locales. Ça se traduit généralement de plus en plus quand on arrive sur place par la perte de l'enthousiasme conquérant. On constate que les entreprises deviennent de plus en plus frileuses. Les entreprises ont peur d'investir dans un continent qu'ils ne comprennent pas, même si les retours sur investissement, généralement, sont à 2 chiffres. Mais on est frileux, on n'a pas envie. Et surtout, il y a quelque chose que je regrette, c'est le déficit dans la revitalisation de l'intelligence culturelle française. La France marque un retard, le français et les autres marquent généralement un retard dans la compréhension des évolutions, des dynamiques endogènes africaines, et il serait peut-être nécessaire, grâce à des cycles de formation, de questionner ces dynamiques pour pouvoir s'adapter selon la culture. Quelles sont les insuffisances françaises que j'ai constatées dans la conduite des projets en Afrique ? Que ce soit la réflexion, l'analyse, le choix, la décision, le financement, le traitement des gestions et la gestion des dossiers, c'est surtout dans l'identification de la nature des problèmes à résoudre.
À cela s'ajoute la gestion malhabile des contacts locaux ou d'origine africaine, parce qu'ils ne sont pas toujours rémunérés. Vous irez, par exemple, vous prenez une entreprise comme Total, quand vous allez à la Défense, vous voyez le confort qui existe, et vous allez chez Total, par exemple, Gabon, Total Cameroun, ça n'a rien à voir en termes de bien-être des salariés, en termes de, même quelquefois, de grille salariale. Et ça pose problème, parce qu'avec la mondialisation, les informations circulent, la connaissance circule, ça pose des problèmes de rendement au final. Le type de solution disponible sur place, parce que vous êtes en local, vous agissez local, même si vous réfléchissez global. Et généralement, le type de solution que vous proposez sur place ne correspond pas aux attentes. Le type d'acteurs qui participent à la préparation de la décision, sans vouloir froisser qui que ce soit, mais généralement, ce ne sont pas toujours les bons qu'on envoie, ce ne sont pas toujours les meilleurs qui sont sur place. Et tout ça, ça constitue un tissu de doute à propos de la qualité française qu'il faudrait peut-être revoir. Le type d'acteur qui applique la décision. Le type d'acteur qui applique la décision, la division du travail en vigueur dans le processus décisionnel, les procédures qui gouvernent les tâches des uns et des autres, les circuits d'information disponibles et surtout la rigidité du contexte organisationnel. Oui, il y a ce problème qui, généralement, vous empêche de prendre les décisions puisque l'ambiguïté des missions et des actions de l'entreprise, quelquefois, ne vous permettent pas de déployer ce que vous êtes. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour le partenaire quand vous allez en mission? Comment se présente le partenaire africain? Retenez simplement que du fait de la prédominance de l'individu sur le groupe, lui, il a déjà développé, intégré le rôle, la nécessité et l'importance d'une démarche interculturelle dans sa stratégie d'entreprise. Ensuite, son sens de l'hospitalité le prédispose, le conditionne et le prépare à un échange, à un rapport d'échange réciproque. Nous avons aussi la gestion des urgences à géométrie variable induite par le système d'interconnaissance communautaire. C'est-à-dire, à force, oui, les situations peuvent être difficiles et délicates. Donc, ça a développé à lui, oui, ça a développé plutôt en lui une capacité de gérer un certain nombre de choses, ce qui nous pousse quelquefois à dire, mais malgré tout ça, il rit, malgré tout ça, il est calme, malgré tout ça, il est en paix, parce que justement, en ayant grandi dans un contexte qui l'oblige à réfléchir, dans ce sens-là, il a développé certaines capacités qui nous échappent. Donc, une meilleure gestion de l'inconnu, une meilleure gestion de l'incertitude, et il fait face avec plus de clairvoyance dans les situations imprévues ou la gestion de certains aléas. Nous avons aussi, il va intégrer votre différence. Il va intégrer votre différence dans sa stratégie comme un élément clé dans le conditionnement du potentiel de situation. C'est-à-dire, il va intégrer, comme il est déjà arrivé plusieurs fois que vous allez en mission, j'apprends peut-être à certains, mais pas à tous, il est déjà arrivé plusieurs fois qu'on prenne un collaborateur français et qu'on l'amène en Afrique, on le fasse passer lui pour le directeur, parce qu'on a intégré le fait que cette différence peut permettre de résoudre un certain nombre de choses. Dernier point sur l'Africain sur le plan interculturel, il est souvent déçu par le non-retour d'ascenseur de l'autre. Quand vous arrivez en Afrique, vous avez par exemple un chauffeur à votre disposition que vous n'avez pas ici, mais là-bas qu'on met à votre disposition, qui prend tout son temps pour vous, vous allez, vous revenez, etc. Et le dernier jour, vous partez quelquefois sans lui dire au revoir, parce que vous pensez qu'il a fait son boulot, vous ne le reprochez rien. Il regrette cette façon de faire parce que dans sa culture, dans ce cas, on a toujours un geste vers celui qui vous a accompagné, qui vous a assisté, parce que c'est la réalité locale à laquelle il faudrait s'accoutumer ou s'habituer. Nous avons enfin l'intelligence relationnelle qui lui permet de relativiser les souffrances. Oui, ici, se plaindre, ça fait partie de ce qu'on pouvait dire, mais le chef n'a pas le droit de se plaindre. Le chef ne voit pas le diable. Il n'a pas le droit d'étaler en public ses malheurs, ses difficultés, ses contrariétés, parce que le chef est la solution généralement. Alors, quand vous avez des problèmes de salaire et qu'eux, ils viennent vous voir pour dire que nous n'avons pas toujours touché notre salaire alors que nous sommes le 10 du mois, ce n'est pas nécessaire d'étaler toutes les difficultés que vous avez avec la direction générale parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avez plutôt le droit et l'obligation de les encourager à travailler et que vous êtes en train de réfléchir à une solution prochaine. L'Afrique, donc, elle est multiple. Elle est variée, elle est diverse. Vous avez bien vu qu'il y a des grands pays, il y a des petits pays. Nous avons le Nigeria en vert, nous avons le Congo démocratique en rouge. Nous avons toutes ces couleurs représentent les variétés africaines. Alors nous vous demandons de manager l'Africain, non pas selon le management à la française, pas en termes de thèse, antithèse, bon
pas bon, mauvais et bon. Non, mais il faut faire l'effort plutôt d'une grande flexibilité et surtout de l'adaptabilité, parce que les situations sont généralement... Une situation contient en elle-même plusieurs situations. Alors si vous apportez une simple réponse sur un, vous serez étonné de constater que derrière ça, il y avait autre chose. Donc il faut avoir une démarche plutôt globale et transversale dans vos solutions et non sectorielle. La culture d'entreprise et culture nationale doivent donc être conciliées. L'époque où on venait imposer, je ne vous apprends rien, mais c'est toujours important de le redire, l'époque où on venait imposer un certain nombre de situations, de cas et de faits est révolue. Il faut intégrer d'abord les besoins et les attentes sur place. Nous avons, il faut apprendre, parce que pratiquement 40% ne fonctionnent pas. Il faut apprendre plutôt, qu'est-ce que je disais? Il faut apprendre à comprendre avant d'être compris. Ça, c'est un élément important, je le dis toujours. Mettre en place un processus collectif de décision. Voilà. Comment résoudre ce genre de difficultés sur place? Mettre en place un processus collectif de décision, c'est-à-dire associer l'ensemble des acteurs dans le cadre d'un management collectif et non un management individuel. Parce que sur place, on va vous solliciter, on va vous demander de fonctionner par le management individuel, c'est-à-dire vous choisissez un certain nombre de personnes avec lesquelles vous travaillez, à qui vous faites confiance, et le reste n'est pas sollicité, ce qui génère généralement de la démotivation, de l'absentéisme, du vol et plein de comportements qu'on peut regretter. Donc, il faut mettre en place un processus collectif de décision conjointe plutôt, et surtout ne pas hésiter de se former, surtout rester curieux et enfin, mettez-y du sien, travaillez pour vous, investissez-vous, ne créez pas une barrière. Nous avons accompagné une chambre de commerce il y a quelques jours dans un pays africain. Nous avons constaté que le premier jour, les Français et les Français d'origine de ce pays étaient tous à la même table. Le deuxième jour, il y avait d'un côté les Français et de l'autre les Africains. Le troisième jour, à la fin de la mission, il n'y avait même plus de table commune. Chacun était dans son coin parce qu'au contact de la réalité sur place, on commence par se plaindre, par s'énerver, par rejeter, donc du coup, il se crée parce qu'on ne fait pas preuve de flexibilité et surtout d'adaptabilité. Donc c'est important. Et enfin, mettre en place, donc comme je disais, et je reviens encore sur ça, mettre en place un processus collectif de décision conjointe. Je pense que je vais... il me reste combien de minutes? Une? Voilà. Alors, comme il me reste une, je vais vous parler de... Pourquoi je parle d'Africain? Je vais vous parler d'une constance. Ça peut vous surprendre, mais il faut partir d'un fait du nord au sud, d'est, ouest et au centre. Il y a une espèce d'unité culturelle africaine qui transcende toute sa diversité. Je ne vais pas vous parler des variables, je vous parle des constances. La constance, c'est ce que je vais vous dire. C'est existe parce qu'il y a un principe quasi identique de fonctionnement, que ce soit le nord, que ce soit le sud, en termes de la gestion des rapports entre personnes, le rapport au temps. Au nord, au sud, d'est en est, c'est pratiquement le même. Le rapport à la vie et à la mort, le rapport au travail et à l'utilisation de ce résultat. En Afrique, généralement, peut-être que les nouvelles générations sont en train d'évoluer, c'est ce que je souhaite, mais généralement, on ne travaille pas pour s'épanouir. On ne fait pas du travail sa vie. On travaille pour quoi ? On travaille pour résoudre les problèmes qui se posent à nous. On travaille pour faire face aux exigences de la famille, de la communauté. Ce n'est pas la même chose. Donc, l'implication n'est pas la même et aussi l'évaluation des résultats diffère aussi. En Afrique du Nord, au sud, d'est en ouest, nous avons toujours le groupe. L'individu se dilue dans le groupe, c'est-à-dire il y a des pays où il y a vous êtes un chef d'entreprise, vous avez le directeur commercial qui est de telle ethnie, c'est lui qui a fait sa faute, mais quand vous le sanctionnez, les membres de son ethnie auront l'impression que vous avez sanctionné toute l'ethnie. C'est ce qu'on appelle donc se diluer dans le groupe. Il va falloir pour vous développer une autre façon de mettre en œuvre vos sanctions et récompenses. Et aussi, la vieillesse n'est pas considérée comme une déchéance, parce que pour nous, les anciens restent encore sacrés. La parole et l'échange direct sont plus valorisés que l'écrit, ce qui veut dire que dans le respect des procédures, il faut changer d'approche, puisque si la prédominance est orale, vous aurez du mal à faire
à faire exécuter ou à mettre en œuvre votre manuel de procédure. Il faut procéder autrement pour que cela soit pris en compte, comme j'ai dit tout à l'heure, par le processus de collectif de décision. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère avoir apporté quelques éléments d'éclairage. Je vous remercie pour votre attention. Allô? J'attends, je me lance? Non, j'y vais? Oui, mais... Ça fait rien. Bonjour, merci pour cet exposé brillant, qu'on peut d'ailleurs transposer sur d'autres pays. J'ai été expatrié moi-même très longtemps dans d'autres pays, et la diversité et la culture française et ce que vous mettez en lumière est vrai aussi ailleurs. Merci aussi de bousculer la France et les Français dans leur certitude. Je pense que c'est vraiment très intéressant. Deux questions. Comment passe votre discours auprès des grands patrons français qui sont issus des grandes écoles et qui sont pleins de grandes certitudes, encore une fois? Et est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de la sagesse et du respect des anciens dans ces pays? Parce que j'en ai longtemps entendu parler, et pour n'avoir jamais été vraiment travaillé en Afrique, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire et comment concrètement ça s'explique. Alors, quel discours auprès des grands responsables d'école? Nous avons été contactés par Sciences Po et ENA. Le premier, l'ENA a une difficulté principale. Il y a des cadres, des anciens préfets, des anciens ministres qui sont dans les mêmes classes avec des étudiants. Et ils ne supportent pas ce traitement parce qu'ils pensent qu'ils doivent être traités différemment. Ils ne sont jamais accueillis à l'aéroport, ils n'ont pas un traitement préférentiel. Donc, à force de le négliger, de le rejeter, ça commence maintenant à poser un réel problème dans le cadre, en ce qui concerne l'attractivité de l'ENA. Donc, nous avons été contactés pour essayer d'apporter une solution parce que ça commence à être un vrai problème, notamment pour les Indiens, les ressortissants des pays du Maghreb, mais surtout du Moyen-Orient et enfin africains. Quelle solution apporter par rapport à ça? Oui, ce qui veut dire qu'ils sont au courant, ils ont compris qu'il va falloir apporter un autre regard et notre approche est totalement différente dans ce sens que nous apportant un regard intérieur, alors que ce que nous avons toujours connu en termes d'interculturel, ça a toujours été un regard descriptif de ce que nous sommes. Donc la nuance, c'est nous apportons un regard intérieur en mettant en valeur et en lumière les liens organiques pour une meilleure compréhension des cultures et aussi en répondant à certaines questions qui relèvent soit des stéréotypes ou de l'agir et du vivre ensemble. Donc oui, les grands groupes, les responsables des grandes écoles marquent un intérêt. Nous avons mis en place un programme qu'on appelle le programme Maélé. Ce programme vise justement à actualiser les compétences des cadres dans l'administration, dans pas mal d'administrations africaines, et quelle ne fut pas notre surprise de constater qu'à la journée de présentation, tous les directeurs d'études et les directeurs à l'international des grandes écoles étaient présents parce qu'ils avaient bien compris le rôle et l'importance de la culture dans la mise en œuvre de leur projet d'entreprise. En ce qui concerne l'exemple sur les anciens, c'est un mode de vie. Donc, on a plusieurs exemples. C'est un mode de vie. L'ancien reste l'ancien. Vous êtes dans une salle de formation, c'est à lui que vous allez donner une place. Vous êtes en réunion, vous allez d'abord le rechercher pour lui dire « Là, j'ai mon ancien qui est là. » Vous voyez bien que je ne l'appelle pas par son nom, mais je l'appelle par l'ancien parce que l'ancien est détenteur de connaissances. Mais surtout, c'est à lui aussi que vous allez pour votre bénédiction, pour vos encouragements, pour votre soutien. Donc c'est un mode de vie, ce n'est pas un élément détachable, ça fait partie des Africains, de leur manière de voir. Donc, je suis Georges Ajavon, je suis consultant financier spécialisé dans la levée de fonds pour entreprises. Merci pour votre brillant exposé. Et il y a juste un ou deux mots que je n'ai pas entendus, alors je reste un peu sur ma faim. En fait, c'est une gangrène.
corruption et bakshish. Ma question est la suivante. Avec un ami, donc à Lyon, nous avons accompagné des entreprises de la région Rhône-Alpes dans un pays d'Afrique. Toutes les entreprises qui ont traité de privé à privé ont réalisé des business, ont fait des affaires. Par contre, celles qui ont voulu traiter avec donc l'administration, avec le public, zéro affaire réalisée. Ne parlons plus de celles qui ont voulu faire ce qu'on appelle les 3P, partenariat privé-public, ça traîne encore. Alors comment est-ce que vous expliquez donc cette gangrène encore en Afrique? J'ai bien apprécié votre cartographie de tout ce qui est donc la sphère qui entoure les dirigeants. Voilà, merci pour votre réponse. J'ai eu la chance au cours de ma carrière de consultant d'accompagner plusieurs autorités politiques, parmi lesquelles un Premier ministre et plusieurs ministres. Je me permets de vous retirer le mot gangrène. Je vous permets de retirer ça parce qu'il n'y a pas de gangrène. Il y a ce que moi j'appelle des incohérences institutionnelles. Il y a certaines incohérences parmi lesquelles c'est toutes les faiblesses que vous évoquez. Mais la corruption, elle fait partie des faiblesses qu'on peut constater maintenant. Mais il y a plusieurs cas. On ne va pas prendre votre cas comme... On ne va pas généraliser. On peut vous donner un autre vécu qui serait peut-être positif. Donc, ce que je veux dire, c'est une réalité qu'on ne nie pas, mais... Je porte à votre... Et j'ai quand même un contre-exemple. Tout à l'heure, vous avez dit que dans le privé, ça fonctionnait. Les marchés se professionnalisent et ça devient des cas qui tendent à se résorber avec l'évolution des marchés et l'exigence des rapports et des relations. Donc, je crois que oui, la corruption existe. C'est quelque chose que nous déplorons, nous regrettons tous. Mais ce n'est pas une situation générale. Elle est plutôt en train d'être résorbée par l'évolution des marchés, les différentes exigences des États et surtout de nos partenaires extérieurs. Je vous en prie. Ok, merci. Bon, je m'appelle Emmanuel Kamdem, j'enseigne le management interculturel à l'ISEC de l'Université de Douala. Il y a un problème qui aujourd'hui est au cœur du débat sur le management en Afrique, c'est la question du paternalisme, ce qui répond en partie à la question du monsieur sur l'exemple du rôle de l'ancien dans l'entreprise africaine. Ça renvoie à ce débat sur le paternalisme. Au fond, aujourd'hui, la plupart des travaux, que ce soit universitaires ou de terrain, montrent que le meilleur système de leadership qui s'accommode des réalités africaines est un leadership paternaliste. Et cela est de plus en plus demandé par le personnel africain. Alors qu'en Occident, aujourd'hui, dire d'un dirigeant qu'il est paternaliste, je crois que c'est la pire des injures. Alors, comment toi tu perçois cette question? Est-ce que véritablement le leadership paternaliste peut à terme continuer à être le référentiel en matière de direction des personnes en Afrique? La seconde préoccupation, c'est plus une observation. L'exemple que tu as pris sur le chauffeur qui accompagne un dirigeant et qui à la fin attend un geste. Je crois que ce qui pose problème du point de vue du manager ou du dirigeant français, c'est qu'il se dit ce chauffeur n'a fait que son boulot. Donc si je lui donne quelque chose, c'est de la corruption. Ce qui n'est pas du tout de la corruption, parce que ce qu'attend ce chauffeur, c'est une reconnaissance. Et nous savons tous que cette question de reconnaissance est au cœur du débat sur la place de l'individu. Et ce qu'il attend en retour, ce chauffeur, c'est pas nécessairement un billet de 500 francs, de 1000 francs, c'est pas un objet en tant que tel. Ce qu'il attend, c'est peut-être juste un sourire, juste qu'on lui dise merci, t'as bien fait ton boulot, juste qu'on lui pose la question, bon, comment va la famille? Tu salueras ta femme et tes enfants, tu leur diras, bon, il attend des choses qui ne sont pas nécessairement matérielles, qui sont peut-être symboliques. Et c'est ce qu'oublient beaucoup de managers occidentaux qui arrivent en Afrique, cette dimension symbolique immatérielle de la reconnaissance entre les personnes. Merci. Je vous remercie, ancien, pour votre complément. Sur le paternalisme, j'ai eu un directeur d'un grand groupe africain qui littéralement, oui, je pèse mes mots, pleurait pour la simple raison qu'il avait constaté qu'à chaque fois qu'il formait les cadres, il partait vers la concurrence.
à chaque fois qu'il mettait toutes les conditions, voiture, de fonction, salaire élevé, etc., il ne comprenait pas pourquoi ces cadres se retrouvaient du côté de la concurrence. Donc il a décidé de ne plus former. Et il me pose la question, que dois-je faire? Donc, que dois-je faire? Or, en Afrique, j'espère que vous allez noter cette phrase, en Afrique, la confiance naît du contrat. Non, plutôt en France, la confiance naît du contrat. En Afrique, le contrat naît de la confiance. Donc, c'est une différence substantielle. En Afrique, le contrat naît de la confiance. Donc, vous avez beau verrouiller votre contrat, si justement il n'y a pas ce lien entre le patron et ils s'en vont, justement, il n'y avait pas ce lien. Alors, il nous pose la question, et donc je lui donne la réponse suivante. Fais-les parrainer par un ancien, fais-les parrainer par un patriarche, c'est-à-dire il faut qu'il soit présenté par un ancien, parce qu'on sait que si cet ancien s'engage, il ne pourra pas faire honte à cet ancien avec des comportements délictueux. Donc du coup, ça a marché, puisque finalement, pour recruter un cadre, il fallait que ce cadre soit recommandé par un ancien, afin qu'il soit rassuré qu'il n'aurait pas de mauvaise surprise. Oui, il n'y a pas, c'est une donne qu'il faudrait intégrer. Est-ce que c'est une bonne chose? Mais je pense que c'est une réponse pour le chef d'entreprise qui lui est factuel dans le court terme, qui a besoin de réponses urgentes. Je pense que pour lui, c'est une bonne chose. Et le paternalisme a encore un sens en Afrique, et quand c'est nécessaire, on ne peut pas généraliser, mais quand c'est nécessaire, on le recommande vivement. Merci, j'ai beaucoup apprécié. J'arrive de la sociologie, l'anthropologie. J'étais très curieuse et sans jamais évoquer des termes de socio ou d'anthropo, vous avez tout à fait touché les réalités de l'interculturalité. Moi, je reviens de 8 ans en Côte d'Ivoire et au Libéria, donc j'ai vécu tout ça. Mais il manque un truc, c'est la relation homme-femme. Vous ne pouvez pas faire ça et ne pas parler des relations hommes-femmes et de la place de la parole des femmes dans une réunion où il n'y a que des hommes, plus âgés en plus. Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis sur ça. Merci. Je vais peut-être mettre en avant une excuse facile. J'avais 40 minutes, donc j'ai pas pu. Mais oui, c'est un élément important. En fait, derrière un homme, il y a toujours une femme en général en Afrique. On ne va pas dire un grand homme, mais en général, derrière un homme, il y a toujours une femme. Et on a tendance à penser, puisqu'on nous a apporté certaines idées, que c'est des machos, des sexistes, etc. Ce n'est pas du tout le cas, puisque dans la plupart des coutumes et des traditions, nous retrouvons le matriarcat, c'est-à-dire c'est la femme qui décide, c'est la femme qui ordonne, même si elle n'est pas visible, mais c'est elle qui tire pratiquement les solutions, et c'est elle qui impose les choix. Généralement, c'est elle qui impose les choix, jamais de manière brutale. Quand elle échoue, elle revient toujours à la charge, et je vous garantis qu'elle finit toujours par obtenir ce qu'elle veut. Donc le rôle est plutôt discret, intelligent, moins visible et moins bruyant, mais c'est un rôle qui est toujours aussi puissant et aussi présent. Donc je crois qu'on a terminé. S'il n'y a plus de questions. Il y a une question. Bon. Donc on vous remercie pour cet exposé très clair. Même si vous n'avez pas parlé des femmes.